Bien. On va reprendre donc la deuxième partie d'Ilchot Pesach. On va entamer ce soir avec Hachem pour ce shiur ainsi que le suivant, je crois aussi, des halachot sur la kashérisation. Tout d'abord, il faut savoir un principe avant de parler de kashérisation, que ce soit la kashérisation de Pesach ou que ce soit la kashérisation en général, kashérisation d'ustensiles. Il faut savoir d'où vient la notion est qu'il y a un problème dans un ustensile qui a cuit, qui a contenu un aliment interdit. Ici, en l'occurrence, on parle du Hametz, mais ça peut être une viande qui est terefa, un poisson qui n'est pas kasher, etc. D'où vient la notion de kashérisation? Kashériser un ustensile. Attention, je ne parle pas ici de l'immersion dans le mikvé. Je ne parle pas ici d'ustensiles neufs qu'on achète d'un goy et qu'on trempe dans le mikvé. Je ne parle pas de ça. Ça ne s'appelle pas une kashérisation. Ça s'appelle tremper dans le mikvé, tout simplement. Mais ici, on parle de kashérisation dans le sens où, lorsqu'une marmite ou une casserole ou une fourchette, un couteau, quelque chose a été en contact à une certaine température avec un aliment interdit, eh bien, il y a une notion pour pouvoir se servir de nouveau de cet ustensile, il y a une notion de kashérisation. D'où ça vient? Il faut savoir que une notion fondamentale dans la halakha, dans le Shulchan Aruch, c'est ta'am ke'ikar. C'est quoi ta'am ke'ikar? On considère un goût alimentaire comme l'aliment lui-même. C'est-à-dire, on a pris une marmite ou une casserole, on a fait cuire là-bas de la viande qui n'était pas cachère. Ensuite, on a lavé cette casserole correctement, minutieusement, elle est propre, elle est nette. Eh bien, on considère que l'interdit est encore là. Pourtant, l'aliment n'est plus là. L'interdit, puisque le goût alimentaire est encore absorbé dans les parois de cette casserole du fait de la cuisson, eh bien, on considère que l'aliment lui-même est encore là. Pourtant, l'aliment n'est plus là. Non, on considère que, étant donné qu'il y a le ta'am, il y a le goût alimentaire de l'aliment, alors il y a l'interdit lui-même. Ça veut dire que la carte d'identité d'un interdit alimentaire dans la Torah, c'est son goût. Si le goût est encore présent, l'interdit alimentaire est encore présent. Si le goût n'est plus là, alors l'interdit alimentaire n'est plus là. C'est comme ça que ça marche. Ça, c'est ce qu'on appelle la notion de ta'am ke'ikar. Le goût alimentaire équivaut à l'aliment lui-même. D'où ça vient? Quelle est la source? La source dans la Torah. On apprend cette notion, ce principe, dans la Torah elle-même. Ou Parashat Matot. Là-bas, on parle, lorsqu'il y a eu sur l'ordre d'Hachem, Moshe Rabbeinu a demandé à lever une armée parmi les Bnei Israël pour partir en expédition punitive contre Midian. Midian, qui, sous le conseil de Bil'am, le prophète des nations, avait incité Israël à la débauche. Il y a eu 24 000 morts, ça a irrité la colère divine, etc. Hachem, suite à ça, il a demandé à Moshe Rabbeinu d'aller se venger contre Midian et de lever une armée de 1000 hommes par tribu, dont 12 000 hommes sont partis à la guerre. Ils ont fait la guerre contre Midian, ils sont revenus avec un important butin. Un important butin qui était constitué essentiellement de vaisselle en or, de vaisselle en argent, de vaisselle en différents métaux. Ils sont revenus avec ce butin et pour s'en servir. Et à ce moment-là, le passage qui dit Vayomer el-Azar ha-Kohen el-Anshe ha-Tzava. El-Azar ha-Kohen, le fils d'Aaron ha-Kohen. El-Azar ha-Kohen s'est adressé aux militaires, aux gens de l'armée qui revenaient donc de la guerre avec ce butin de Midian, cette vaisselle qui appartenait aux Midianim, aux Goïm, qu'ils ont cuit là-bas des nevelotes très fortes, des choses interdites. Il leur a dit voici la loi que Hachem a ordonnée à Moshe. Tous les ustensiles en or, tous les ustensiles en argent, et tous les ustensiles en cuivre, et barzel, tous les ustensiles en fer, et bédil, tous les ustensiles en bronze, et tous les ustensiles en cuivre. Toutes ces choses-là que je viens de citer, tous les métaux que je viens de citer, il leur a dit, s'il y a de la vaisselle parmi ce butin qui est constitué de ces métaux-là et qui a cuit des aliments interdits chez les Midianim lorsque cette vaisselle était chez eux, qui a cuit par le feu, ta'avir ou ba'esh betaher. Il faudra le passer, si vous voulez utiliser ces ustensiles-là maintenant, il faudra les passer à la flamme et ils seront purs, ils seront utilisables. Et toute autre catégorie d'ustensiles parmi cette vaisselle, parmi ce butin, toute autre catégorie d'ustensiles qui a cuit des aliments interdits chez les Midianim, mais pas au moyen du feu unique, mais par ce qu'on appelle une cuisson. Dans la halakha, il y a une distinction
entre la cuisson et la grillade, entre bichoul et tsliya. Bichoul, qu'on appelle communément cuisson, c'est quoi? C'est quand on prend un ustensile, marmite, casserole ou autre, on fait cuire un aliment au moyen d'un liquide. Ça peut être de l'eau, ça peut être de l'huile, ça peut être n'importe quel autre. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle une cuisson, bichoul. Alors, ce type d'ustensile-là, puisqu'il a cuit l'aliment interdit au moyen d'un liquide, alors ces parois sont maintenant absorbées sont imprégnées du goût alimentaire interdit de cet aliment interdit. Et pour extirper ce goût alimentaire, il faut l'immerger dans de l'eau bouillante, aga'ala. C'est de là que ça vient. Voilà d'où ça vient, aga'ala. C'est comme ça qu'il explique Rashi sur place dans le Chumash, Parashat Matot. Il explique que ici on a les principes de l'iboun et d'aga'ala. Les ustensiles qui ont cuit un aliment interdit au moyen d'un liquide. Alors pour extirper le goût alimentaire de cet aliment interdit qui est dans les parois de cet ustensile, il faudra les extirper, on pourra l'extirper uniquement que par le même moyen avec lequel il a absorbé. Par quoi il a absorbé? Par un liquide. Eh bien, par quel moyen il va l'extirper? Par un liquide. Donc l'eau de la aga'ala. Et pareil pour les autres catégories d'ustensiles qui ont cuit des aliments interdits par le seul et unique moyen du feu, ce qu'on appelle la grillade. Griller, il y a cuire et il y a griller, c'est pas pareil. Cuire, c'est au moyen d'un liquide. Griller, c'est au seul moyen unique de la flamme. Par exemple, des broches, des grilles, les grillades, barbecue, des choses comme ça s'appelle griller. Eh bien, si vous avez un ustensile des métaux qu'on a cités, il leur dit, el Hazar Cohen, si vous avez des ustensiles des métaux qu'on a cités, qui ont grillé des aliments interdits, donc les broches, les grilles, etc., eh bien, pour les cachériser, il faudra les passer à la flamme. Pourquoi? Parce que comme c'est la flamme qui a fait absorber le goût alimentaire dans l'ustensile, c'est la flamme qui extirpera le goût alimentaire de cet ustensile. De là, Rashi nous dit sur place, dans le Chumash, que nous avons ici nos deux procédés, nos deux modes de cachérisation qui sont utilisés dans toutes les lois alimentaires de la Torah, y compris Hametz. C'est les deux modes de cachérisation qui sont mis à notre disposition par la Torah, qui sont la aga'ala, l'immersion dans de l'eau bouillante, et l'iboun, passage à la flamme jusqu'à rougissement de l'ustensile. Ça, ce sont ces deux procédés qui viennent directement de la Torah. Parashat Matot, vous regardez là-bas avec Rashi. Et de là, la Gemara, dans Masechet Pesachim Daf Dalet, en tire le fameux principe, Kebol'o kachpolto. On tire le fameux principe d'ici que l'ustensile, de la même façon avec laquelle il a absorbé le goût alimentaire, de cette même façon, il rejettera le goût alimentaire. Donc s'il l'a absorbé, je répète encore une fois, s'il l'a absorbé au moyen d'un liquide, il rejettera par le liquide, donc la ga'ala. S'il l'a absorbé par la flamme, eh bien il le rejettera par la flamme, le liboun. Très bien. Et la Gemara explique sur place d'ailleurs, dans Masechet Pesachim Daf Lamed Amud Bet, que de là on apprend une halakha tout de suite, une halakha pratique tout de suite, que tout ce qui est couteau, cuillère, fourchette, leur mode de cachérisation, c'est la aga'ala, l'immersion dans de l'eau en train de bouillir. Je rappelle que quand on parle de aga'ala sans préciser, ça s'appelle aga'ala bekli rishon. Aga'ala bekli rishon, c'est quoi bekli rishon? Kli rishon, keli numéro 1. C'est qui le keli numéro 1? C'est celui qui est sur le feu. Celui qui est sur le feu, il s'appelle kli rishon. Celui qui est sur la source de chaleur, l'ustensile qui est sur la source de chaleur, s'appelle keli numéro 1, keli rishon. Si on transvide son contenu dans un autre keli, cet autre keli s'appellera keli sheni, et ainsi de suite. Donc quand on parle d'aga'ala, quand on parle de mode de cachérisation par aga'ala, quand on parle de mode de cachérisation par immersion dans de l'eau bouillante, c'est toujours dans le keli, dans l'ustensile qui est sur le feu en train de bouillir. Lorsque l'eau est arrivée à ébullition et qu'il est encore sur le feu, que l'ustensile est encore sur le feu et que le feu est encore allumé bien sûr, eh bien c'est à ce moment-là qu'on immerge les ustensiles à cachériser selon les catégories d'ustensiles comme on a expliqué précédemment. Donc de là la Gemara, donc déjà tout de suite en sort min halakha qui est tranché dans le Shulchan Aruch au Siman Tavnun Aleph Saïf Gimel, que tout ce qui est couvert, c'est-à-dire cuillère, fourchette et autres, eh bien leur mode de cachérisation, si je veux les utiliser, s'ils sont de la vaisselle Hametz et que j'envisage de les utiliser pour Pessah, si je veux les cachériser, eh bien je dois les immerger dans la aga'ala. Une halakha très importante, lorsqu'on cachérise par aga'ala, et encore une fois je rappelle que pour savoir si on doit cachériser ou par aga'ala ou par liboun, eh bien on a expliqué tout à l'heure que ça va dépendre du mode d'utilisation de l'ustensile. Bien, si on doit cachériser quelque chose par aga'ala, par immersion dans de l'eau bouillante sur le feu en train de bouillir, eh bien, il y a une halakha très importante qui sort
du Midrash Sifrei Piska Kuf Nun Het, sur le pasuk Achatazah V'Takash qu'on a cité précédemment. Le Midrash tranche une halakha qui est rapportée aussi, je crois, qui est étranger, je crois, aussi, à la même référence citée précédemment. C'est que tout ustensile qu'on doit cachériser par Agala doit préalablement subir un nettoyage très minutieux. On doit très minutieusement frotter et astiquer l'ustensile en question, qui n'est pas la moindre trace de saleté ou de rouillure ou de rouge ou de choses comme ça. Et s'il y a des choses qui ne partent pas, ça peut poser un problème. Ça peut, après ça dépend des cas, c'est à voir, mais ça peut poser un problème et ça peut ne pas être cachérisable uniquement à cause des saletés que le keli, que l'ustensile a encore sur lui. Là, je parle uniquement lorsqu'on cachérise par agala. Mais si on cachérise par les bounes, ça veut dire ça dépend encore une fois du type d'ustensile et du type d'utilisation. Mais si on cachérise par les bounes, par le passage à la flamme, le rougissement à la flamme, eh bien il n'y a pas besoin de nettoyer. Lorsqu'on cachérise par les bounes, il n'y a pas besoin de nettoyer puisque la flamme va tout extirper, va tout nettoyer d'elle-même. Question, est-ce qu'un couteau à manche, quand je dis à manche, ça veut dire un manche avec qui est vissé, couteau à manche, comme les couteaux de cuisine, les couteaux, des choses comme ça. Est-ce qu'un couteau à manche est cachérisable à Pessah? C'est mahlouket à poskim. Une discussion parmi les poskim, une discussion parmi les décisionnaires, parmi les haronim. Le Beit Hadash, entre autres, et d'autres poskim encore, tranchent qu'un couteau à manche n'est pas cachérisable. La raison, elle est très simple, c'est purement technique, c'est puisqu'il y a un manche, alors il est fortement à envisager que des particules de Hametz sont restées glissées dans le manche, et comme c'est vissé, généralement c'est vissé, eh bien on peut très difficilement atteindre ces particules-là. Donc il dit rien qu'à cause de ça, ce couteau à manche n'est pas cachérisable d'après le Beit Hadash, d'après d'autres poskim, comme ça tranche également le Mishnah Berurah. Ça veut Katan Chav Gimel sur Siman Tav Nun Aleph. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec le Beit Hadash et ses copains. Il y a par exemple le Hok Yaakov, un autre Aharon, qui remet en question la décision halachique du Beit Hadash. Il dit non, il suffit simplement, le Hok Yaakov il suffit simplement de nettoyer le couteau correctement, y compris la partie du manche, avec des détergents, des produits très forts qui nettoient. Et ensuite, on l'immerge dans la Hagala. Ensuite, on l'immerge dans l'eau bouillante sur le feu en train de bouillir. Pourquoi? Parce que le ta'am du Hok Yaakov, il est comme ça. Il ne remet pas en question le fait qu'il y a la probabilité qu'il y ait des particules de Hametz. Ça, c'est sûr que c'est probable. C'est pas ça qu'il remet en question. Il dit, quand bien même il y aurait des particules de Hametz coincées dans le manche du couteau, il dit, étant donné que tu utilises pour le nettoyage de ce couteau des détergents, des produits qui vont rendre pagoum, qui vont détériorer le goût de ces particules de Hametz coincées dans le manche. Or, rappelez-vous ce que j'ai dit au début du shiur, c'est quoi l'identité d'un interdit alimentaire? C'est son goût. Or, même si physiquement l'entité de l'interdit alimentaire est présente, si son goût n'est plus là, une particule de Hametz, imaginez-vous qu'elle va là-bas une miette de pain, une miette. Si maintenant elle a reçu là-bas le détergent, vos mains ne peuvent pas se glisser là-bas, mais le détergent, il peut se glisser là-bas. Le détergent, il s'est glissé là-bas. Ouais, cette miette de pain, au contact du détergent, elle devient inconsommable par un chien, inconsommable par personne. Ouais. Donc, dès l'instant où un interdit alimentaire perd son goût, il perd son identité. S'il perd son identité, il n'y a plus d'interdit alimentaire. Donc, c'est le Hok Yaakov. Le Hok Yaakov, il dit non, les couteaux à manche sont cachérisables à la condition qu'on les nettoie avec des détergents et qu'on place bien beaucoup de détergents à l'endroit du manche. Et de cette façon, même si dans la possibilité qu'il y aurait là-bas des particules coincées, eh bien, elles seraient rendues détériorées. Oui. Quand on dit que un aliment, il perd son goût, quand il perd son goût, il perd son identité. Pourquoi on cachériser les ustensiles dans ce cas-là? Parce que l'aliment, même s'il y a une absorption, il ne va pas relâcher le goût. Alors, il y a une différence. Bonne question. Il y a une différence entre un ta'am pagoum, un goût alimentaire détérioré de par lui-même, et un goût détérioré que tu détériores toi-même. Je m'explique. Il est vrai qu'un goût alimentaire contenu dans les parois d'un ustensile plus de 24 heures devient pagoum. C'est vrai, c'est une halakha. Il est établi, il est défini comme étant pagoum, comme étant détérioré. C'est vrai. Parce qu'au-delà de 24 heures, il perd sa fraîcheur de goût, il n'est plus là, c'est vrai. Mais ça, c'est quelque chose de naturel.
C'est une pgima, c'est une détérioration qui s'est faite d'elle-même. Sur ça, on est mahmir. Sur ça, on est mahmir de ne pas utiliser un keli, parce que si je m'arrête là, la halakha n'est pas comme ça, mais si je m'arrête là, je prends maintenant, aujourd'hui, là, maintenant, 20h15, je prends une casserole lait, je fais cuire du lait dedans. Ok, pas de problème. Ensuite, je la prends, je la nettoie, je la lave correctement, lave-vaisselle, ce que tu veux, je la range au placard. Demain soir à 20h15 ou à 21h, cette casserole lait, le goût, entre-temps, elle est restée dans le placard, 24 heures. Cette casserole lait, le goût lait qui était absorbé dans les parois de cette casserole, au bout de 24 ou 25 heures, demain soir, ce goût-là, il n'est pas goût. T'es d'accord avec moi ou pas? Bah, il n'était pas goût avant, parce qu'il a mis du détergent. Non, les détergents, c'est en surface. Les détergents, c'est en surface. Pour le couteau, les miettes de pain, elles sont en surface. Elles sont coincées, elles ne sont pas dedans. Moi, je te parle maintenant du goût dans les parois. Alors, regarde, suis-moi bien. Si maintenant, demain soir, si je suis ce raisonnement, si je suis à la que j'ai dit, Ta'am, il n'est pas goût. Au bout de 24 heures, c'est établi, c'est une halakha, minatora. Au bout de 24 heures, le goût absorbé, le goût alimentaire absorbé dans les parois, dans les ustensiles, au bout de 24 heures, il perd sa fraîcheur, ça s'appelle ta'am pagoum. Si je vais alors mettre dans cette casserole lait, demain soir, je fais un steak dedans. J'ai le droit ou pas? Assour. Pourtant, c'est assour. De le faire. Pourquoi c'est assour de le faire? On est mahmir, on est mahmir. Quand la pgima, quand la détérioration s'est faite de façon naturelle, d'elle-même, alors on est mahmir. Ça, c'est un élément de réponse. Deuxième élément de réponse, tu l'as dit toi-même. Deuxième élément de réponse, c'est que la différence entre le couteau et la vaisselle de façon générale, c'est que dans la vaisselle, on parle de goût alimentaire absorbé dans les parois, à l'intérieur de la paroi. Tu ne le vois pas, c'est impossible de le voir. Il est à l'intérieur. Dans le couteau, on parle de hametz qui est, s'il n'y avait pas le manche, tu le verrais, le hametz. C'est des miettes, des particules, des choses, tu le verrais, comment c'est coincé avec le manche. C'est la différence. Très bien. Donc, j'ai ramené un mahloket. Beit Hadash Choki Yaakov. Beit Hadash, il dit couteau à manche, pas cachérisable. À cause de quoi? Parce que là-bas, il y a des particules de hametz qui sont coincées dedans. Il vient le Choki Yaakov et d'autres poskim encore. Il vient et il dit non, Habibi, ok, d'accord, il y a des particules, ok, il y a une probabilité qu'il y ait des particules qui sont coincées dedans, c'est vrai. Mais si tu utilises du détergent, tu vas être pogem, tu vas détériorer, beyadaim, manuellement, tu vas détériorer ces éventuelles particules coincées sous le manche. Et dans ce cas-là, même si elles restent encore physiquement, elles n'ont plus de ta'am, elles n'ont plus d'issour. Le Zivhet Tzedek, Rabbi Abdallah Somer, alav shalom, le Rav du Ben Ish Chai, le maître du Ben Ish Chai, Rabbi Abdallah Somer, qui vit à Bagdad, il écrit dans son livre Zivhet Tzedek, Siman Kutraf Aleph Salif Katan Lamed Zain, il dit que, regardez les termes qu'il emploie. Il dit כיוון שלבים על טעם הארץ אין להורות היתר בדבר מחשש שמא לא ינקו את המצב היטב ומשמע מדבריו שמתאים לעיקר הדין. Amen. Il dit Rabbi Abdallah Somer, il dit étant donné que de notre époque, déjà de son époque, vous voyez, il y a 150 ans, ouais, presque 200 ans, déjà de son époque, il dit étant donné que de notre époque, les ignorants sont nombreux, et alors il ne faut pas enseigner ce héter, il ne faut pas enseigner cette autorisation. Parce que peut-être les gens, il dit comme ça, peut-être les gens ne vont pas correctement nettoyer, ne vont pas mettre correctement le détergent dans la partie du manche, et ils vont mal faire les choses. Ah là, si tu fais mal les choses, tout le monde est d'accord, c'est assourd. Il n'y a pas de marloquette. Donc peut-être les gens vont mal le faire, alors il dit, machma à quoi? Qu'est-ce qu'on entend de ses propos? On entend de ses propos qu'il admet que la halakha elle est comme le Choki Yaakov. Il admet qu'il ne tranche pas comme le bar, il tranche comme le Choki Yaakov, que c'est moutar. Simplement, il dit fais attention, ce héter, cette autorisation n'est pas à diffuser dans toutes les oreilles. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui pourraient mal le faire, et si c'est mal fait, vadaï, de façon certaine, dans ce cas-là, il y a un issou. Le Rav, il ramène toute cette mahloket, il tranche halakha les maaseh comme le Choki Yaakov, comme le Zivhet Tzedek, que les couteaux à manche sont, oui, cachérisables, de la façon, avec la condition qu'on a dit, en utilisant beaucoup de détergent, surtout dans la partie du manche, et ensuite on les plonge dans la ga'ala, dans l'immersion dans l'eau bouillante. Malgré tout, le Rav termine ses propos en disant, celui qui peut quand même acheter des couteaux à manche spécial Pessah, t'avoir alav beracha. Bien. Et autre chose, Maran écrit dans Shulchan Aruch, toujours au Siman Tav Nun Aleph, Saïf Dalet, paragraphe 4, ou du chapitre 451. Il écrit כלים שמשתמשים בהם על ידי האור, כגון שפודים והשכלאות וכיוצא בהם, צריכים ליבון, והליבון הוא עד שיהיו ניצוצות ניתזים מהם. Maran écrit, comme on a dit tout à l'heure, on a dit que le mode de cachérisation d'un ustensile dépend de quoi?
du mode d'utilisation de l'ustensile. Le mode de cachérisation doit être en rapport direct avec le mode d'utilisation. Si l'ustensile est utilisé avec l'aliment interdit par ce qu'on appelle cuisson, ébullition, marmite, casserole et compagnie, on utilise l'aliment là-bas toujours au moyen d'un liquide avec de l'eau, avec d'autres liquides, je ne sais pas. Donc dans ce cas-là, c'est quoi le mode de cachérisation? C'est le liquide, c'est l'immersion dans l'eau bouillante. Si maintenant c'est un ustensile du type grille, comme il dit le Shulchan Aruch ici, grille, broche, ça veut dire c'est quoi la différence? C'est que c'est des ustensiles qui sont au contact du hametz, mais directement par le feu. Par exemple, quelqu'un, il prend une grille, et il la met au-dessus d'une flamme, et fait là-bas des croûtons de pain. Est-ce qu'il a utilisé un liquide? Non, pas du tout. Il a pris là-bas, il a mis des grilles, il a mis là-bas des croûtons de pain qui grillent avec la flamme. Maintenant, cette grille-là, si je veux la cachériser pour Pessah, il dit, est-ce que je fais un gala? Non. Pourquoi? Ça ne correspond pas. Le mode de cachérisation ne correspond pas au mode d'utilisation. Quelle est la cachérisation? Il dit dans ce cas-là, les bounes gamo, le deuxième mode de cachérisation. C'est quoi le deuxième mode? Les bounes, passage à la flamme, passage au chalumeau, jusqu'à rougissement de l'ustensile. Si quelqu'un veut cachériser une grille qu'il utilise toute l'année avec du hametz au seul moyen de la flamme, il n'utilise qu'avec la flamme cette grille. Le hametz c'est la flamme et la grille, c'est tout, il n'y a personne d'autre dans l'affaire. Et bien cette grille-là, si maintenant il veut l'utiliser pour Pessah et il veut la cachériser, il doit la passer au chalumeau jusqu'à rougissement. Comme ça il dit ici, pour donc les grilles, pour les broches, pour toutes ces choses-là qui sont au contact direct avec le hametz, au seul et unique moyen de la flamme. Si c'est au seul et unique moyen de la flamme, sans aucune intervention d'un liquide quel qu'il soit, c'est les bounes, c'est passage à la flamme si je veux le cachériser. Le Magen Avraham ajoute sur place, il ajoute les plateaux. Les plateaux, déjà à l'époque du Magen Avraham vivait au XVIIe siècle. Magen Avraham vivait au XVIIe siècle, déjà les plateaux ça existait, ouais, la preuve d'ici, ça existait les plateaux. Il dit les plateaux dans lesquels on fait cuire des gâteaux, du pain, des choses comme ça. Eh bien, si je veux utiliser ces plateaux pour Pessah, il n'y a pas de liquide là-bas. Il n'y a aucune intervention d'un liquide. Donc le mode de cachérisation, je le connais par déduction, c'est l'iboun. Si je veux utiliser ces plateaux pour Pessah, je dois les passer au chalumeau. Seulement, apparemment, les plateaux de l'époque du Magen Avraham, ils devaient être plus solides que les nôtres. Parce que à l'époque, le plateau du Magen Avraham, ça devait être du... Yallah, tu peux y aller... Tu tapes quelqu'un avec, tu prends perpète. Ouais. Mais ici, et de notre époque, les plateaux, c'est la bourrette, comme on dit en anglais. Ouais. Les plateaux d'aujourd'hui, ça vaut rien. L'expérience a montré, on le sait, les poskim le disent, que les plateaux de notre époque, ils ne supportent pas le traitement à la flamme. Si quelqu'un va passer un plateau aujourd'hui au chalumeau, il va finir à la poubelle. Il jette. Donc aujourd'hui, c'est très difficile de cachériser un plateau ordinaire de notre époque par le passage à la flamme. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui il faut avoir des plateaux spéciaux Pessah. Ça s'achète dans le commerce au mode standard, ça va dans tous les fours, ouais. Et ça s'achète dans le commerce, il faut avoir des plateaux spéciaux Pessah qu'on utilise que pour Pessah et on les cache pour le reste de l'année, on les met de côté et comme ça on peut les utiliser. Après il y a une autre mahlo qui est intéressante, c'est sûr, bien sûr, chaque fois que je dis tout ça à la fois depuis pas 25 ans on va dire, chaque fois on m'a sorti toujours d'ailleurs je suis étonné que vous ne l'ayez pas encore sorti, et chaque fois on me sort toujours la fameuse tirade, ouais mais de notre époque on n'a pas besoin de tout ça, on a tous la vaisselle de Pessah, ouais mais c'est justement quand on parle comme ça que la tuile elle arrive juste après, donc c'est là qu'au plein Pessah on se retrouve, ah purée j'ai pas de machin et j'ai pas de ça et si j'avais su j'aurais dû cachériser. Donc c'est toujours important de savoir les halachot, même si on est convaincu que ça ne nous arrivera jamais, qu'on ne sera jamais exposé à cette situation, mais c'est très important de savoir, parce que de toute façon, à travers des halakhot, même qui semblent ne pas nous concerner, à travers ces halakhot-là, on peut apprendre beaucoup de choses, de façon générale, dans les halakhot de cachérisation. Alors, une autre halakha qui est intéressante, une autre mahloket qui est intéressante, c'est sur les moules à gâteau. Pourquoi, vous allez me dire pourquoi c'est intéressant, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Quelle différence entre les moules à gâteau et les plateaux et tout le reste? On va dire là, vous avez les boules. Il y a une mahloket intéressante, pourquoi? Parce qu'il y a des poskim comme par exemple, le Shulchan Gavoha, le Tiferet Adam, le Rash qui ramène au nom du Rashba, etc. Il y a des poskim, Shulchan Gavoha par exemple. Shulchan Gavoha, de Yosef Molcho, en Turquie, il y a 250 et quelques années, un peu moins de 250. Il dit, le Shulchan Gavoha, il dit dans le moule à gâteau, il y a une particularité. Pourquoi? Parce que dans le moule à gâteau, on met un peu d'huile. C'est normal, pour pas qu'il colle. Pour que le gâteau ne colle pas.
Dans le moule à gâteau, on met un peu d'huile, pas beaucoup, mais on met un peu. Et alors, il dit, intervention du liquide. Il y a un liquide. Donc cuisson du gâteau au moyen d'un peu de liquide. Alors il dit le Shulchan Gavoha, puisqu'il y a intervention du liquide, alors le mode de cachérisation du moule à gâteau, ce serait Agala. Comme ça il dit le Shulchan Gavoha, et il dit que ככה מנהג העולם, העידי ולא ראו אפילו למדקדקים במצוות שילבנו את התסין של העוגות. Il dit, j'ai jamais vu, même des gens très méticuleux dans les mitzvot, j'ai jamais vu des gens qui cachérisent leur moule à gâteau autrement que par Agala. J'ai jamais vu des gens qui vont se casser la tête à le passer à la flamme. Non, Agala. Pourquoi? Quel est son argument? Parce qu'il y a un peu de liquide. Il y a un peu de liquide. Si on garde nos modes de raisonnement, un peu de liquide, Agala, pas de liquide, que la flamme, les boules. Alors il dit Agala. Seulement, il y en a qui sont tombés dessus. Le prix Hadash par exemple, le prix Hadash, le Gaon Rabbi Zalman et d'autres poskim encore, le Baal Hasad Alafim, ils ont dit d'abord, premièrement, la quantité d'huile, la quantité de liquide, elle est tellement peu importante, elle n'est pas significative. Pour dire, c'est considéré que ça s'appelle un bichoul, ça s'appelle une cuisse au moyen d'un liquide, et donc le mode de cachérisation, ça va être Agala. Il y a trop peu de liquide là-bas pour considérer ça comme un bichoul, comme une cuisson avec liquide pour dire Agala. Non, Mahmir, ils sont Mahmirim, ils disent non, moule à gâteau, liboun. Eux ils disent moule à gâteau, liboun. Passage à la flamme jusqu'à rougissement. Les Manassé, le Rav il ramène cette mahloquette dans Hazanova de Pesach. Il ramène cette mahloquette, il conclut par un safek sfeka, je passe les détails, c'est un peu compliqué. Il conclut par un safek sfeka la kula. Il conclut que les moules à gâteau, halakha, comme il dit le Shulchan Gavoha, moule à gâteau, quelqu'un qui veut cachériser, pour Pesach, il veut cachériser son moule à gâteau, il va faire là-bas des gâteaux de la matzah, que ça pèse 4 kg 500 dans le ventre. Ouais, les gâteaux de cacher les Pesach, Shemet Seleno, Barminan. Ouais, mais enfin, en tout cas, bon, si le cœur lui en dit, s'il est inspiré, il va faire des gâteaux pour Pesach comme ça, eh bien, s'il veut cachériser ses moules à gâteau pour pouvoir les utiliser pour Pesach, le Rav, il tranche à halakha le ma'aseh, la kula, que la Agala suffirait. La Agala suffirait. Très bien. Autre chose important. La grille. Alors, je ne parle plus maintenant de la grille du barbecue ou de la grille pour griller les croutons sur la flamme. Je parle de la. Non, même pas. Je parle de la grille. Celle-là, c'est Agala. Celle-là, c'est l'iboun, pardon. La grille du four, c'est l'iboun. Tout à l'heure, je parlais de celle-là. Maintenant, je ne parle pas de celle-là. Maintenant, je parle de la grille de la gazinière. La grille qui est sur la table de cuisson. Vous savez, la grille, il y a toujours une grille où on pose les marmites, ouais, on pose sur le feu, ouais, il y a le feu en dessous, il y a la grille, ouais, normalement c'est comme ça, ouais. Sauf qu'il y en a qui sont modernes, ils ont les inductions, là, comment ça s'appelle? Vitrocéramique, voilà, ouais, on en parlera plus tard. Donc pour l'instant, on va rester à l'époque de Tata Freha dans les années 50. Il y avait donc la table de cuisson avec la grille pour poser les marmites dessus. Quel est la mode de cachérisation de cette grille gazinière? La grille gazinière. La grille gazinière, quel est son mode de cachérisation? Regardez, intéressant. Le Rama, il dit liboun. Le Rama, sur place de Saïf Dalet, il dit liboun. Hatsuva, tsarich liboun. Le Magen Avraham explique exactement c'est quoi Hatsuva, c'est exactement ce qu'on vient de dire. C'est là où on pose les marmites sur le feu. Il dit liboun. Le Rama, il dit liboun. Vous avez compris c'est quoi liboun? Liboun, c'est passage à la flamme. Pourquoi? On ne comprend pas le Rama. Personne ne comprend le Rama. Regardez. Le Marmar Mordechai, il lui tombe sur le nez. Le Marmar Mordechai, le Mordechai Karmi Alav Shalom, il vivait il y a 200 et quelques années ici en France. C'est un Sfaradi. Le Marmar Mordechai, c'est un Sfaradi. Le Mordechai Karmi, Crémieux il s'appelait. Sur l'état civil, c'était marqué Crémieux. Le Mordechai Crémieux. Ça c'était Karmi. Karmi, Sfaradi, il venait d'Espagne. Bon, sa famille venait d'Espagne. Il vivait ici en France, dans le sud là-bas, comment ça s'appelle dans le sud-ouest. Non, sud-ouest j'ai dit, pas sud-est, sud-ouest. Sud-ouest. En dessous Toulouse là-bas. Bayonne. Voilà. Il vivait là-bas. Le Marmar Mordechai, il tombe sur le nez du Rama, Kavechor. Il lui dit, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi les boules? Allez, pourquoi les boules? Parce que c'est la tête à passer à la flamme la grille qui supporte les marmites et les casseroles sur le feu. Pourquoi les boules? Regardez ce qu'il dit le Marmar Mordechai. Il dit, il dit parce que quelle est la crainte du Rama? Pourquoi les boules? Il dit parce que souvent ce qui se passe, voilà, quand tu fais cuire des pâtes ou des marmites avec du hametz là-bas dans la marmite qui repose sur cette grille-là, eh bien souvent avec la cuisson, ça va déborder et donc l'aliment, hametz,
le goût de l'aliment il va rentrer directement dans la grille. Alors, attends, il dit, non mais celle-là c'est direct. Il y a le feu en dessous, et là ça rentre, donc voilà, c'est le feu qui fait rentrer, alors c'est pour ça qu'il dit le Rama les boules. Alors il dit le Rama il dit c'est ça ta crainte. Il dit ça premièrement, c'est Hajajar et Hoka. Ça c'est une crainte peu probable. Et il dit quand bien même ça arrive, va filou iraken. Il dit quand bien même, allez, admettons, ça arrive, admettons. Nisraf hametz vehalachlo. Immédiatement, dès que le hametz tombe de la marmite, il est brûlé par le feu qui est en dessous. Il est brûlé immédiatement par le feu qui est en dessous. Kivan shou ala esh. Parce que c'est sur le feu, ça se passe sur le feu. Va filou mahatsuva belu am hametz. Il dit, il va encore plus loin. Il va encore plus loin dans son raisonnement, le Maharal Mordechai. Il dit, et allez, quand bien même, allez, maintenant, tu vas me dire quoi? Tu vas me dire maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Cette hatsuva, cette grille, elle est imbibée, les parois sont imbibées de goût hametz, c'est ça que tu veux dire. Et alors ma bekar, on ne pose pas d'aliments sur cette grille, on pose des marmites, on pose des casseroles sur cette grille, on ne pose pas d'aliments sur cette grille, en tout cas pas d'aliments hametz. Ve'en abalou ayotse middofan ledofan, on a eu la lacha qui est tranchée dans le Yoredea par le Rama lui-même, dans Siman Tzadibet, Saif Het. Que quoi? Il y a un principe dans les halachot de cacheroute des ustensiles. Il y a un grand principe. Un goût absorbé dans les parois d'un ustensile ne se transfère pas dans les parois d'un autre ustensile. Ça veut dire que sur cette grille, il n'y a que des casseroles et des marmites qui posent. C'est tout. Il n'y a pas d'aliment. Et qu'est-ce que tu vas craindre? Le goût hametz de la marmite va passer dans les parois de la grille. Ça n'existe pas. Alachiquement parlant, ça n'existe pas. Donc il n'y a rien à craindre, il n'y a pas à craindre les boules. Pourquoi tu veux aller jusqu'à les boules? Alors il dit le Maharal Mordechai, il n'y aurait rien à faire. Il dit le Maharal Mordechai, il n'y aurait strictement rien à faire. Carrément, lui, d'après lui, il n'y a même pas de cachérisation à faire, c'est pas la peine. D'après le Maharal Mordechai, il n'y a même pas besoin de cachériser la grille. Le Gaon Yarbetz, en vérité, il avait déjà devancé sur cette attaque contre le Rama. Le Gaon Yarbetz, lui, il dit, il est suffisant de la cachériser par Aga'ala. C'est-à-dire, lui aussi, il est d'accord qu'il n'y a pas besoin de liboun contre le Rama. Il est d'accord avec le Maharal Mordechai. Contre le Rama, il n'y a pas besoin de liboun. Sauf que le Maharal Mordechai, il dit il n'y a rien besoin. Et le Gaon Yarbetz, il dit c'est exagéré. Et il dit le Gaon Yarbetz, il dit au moins Aga'ala, au moins immerge-la. Si elle est trop grande, tu peux la faire en 2 fois. Immerge-la dans Aga'ala, dans l'eau bouillante en train de bouillir sur le feu. Le Rav, il ramène toute cette mahloquette. Et lui, il tranche le Rav. Il dit ni liboun, ni aga'ala, ni non plus l'option de dire rien du tout. Non. Ah ouais, quoi? Si c'est pas liboun, c'est pas aga'ala, mais on doit faire quand même quelque chose. Ah ouais, quoi? Il dit non, ça s'appelle les réponses pour les flemmards. Les réponses pour ceux qui veulent rester chmar toute leur vie. Qui veulent jamais rien apprendre. Celui qui veut rien apprendre, il jette, il change, et il apprend jamais rien. La halakha, il faut apprendre, il ne faut pas jeter. Pas jeter, change. Les changer, ça ne s'appelle pas étudier. Non. Changer, ça ne s'appelle pas étudier. Changer la vaisselle, ça ne s'appelle pas étudier. Le gars, il va changer, chaque fois qu'il a un problème, il va changer. Il va rester ammar toute sa vie, hmar, toute pêche toute sa vie. Il faut apprendre les halakhot. Alors, il dit le Rav, il y a une 3e option. Iroui mikli rishon. Il dit, il n'y a même pas besoin de tremper cette grille dans la ga'ala, ni en 1 fois, ni en 2 fois. Non. D'abord, c'est difficile de lui faire aga'ala. C'est difficile parce que généralement, elle est grande, elle est large, c'est difficile. Alors, il dit le Rav, il suffit de déverser sur elle de l'eau qui vient de bouillir, du clérichon. Ça peut être avec le kumkum électrique. Le kumkum électrique, faites bouillir, ça arrive à ébullition, regarde l'attaque. Vous faites ça même en plusieurs fois si c'est nécessaire, s'il n'y a pas assez d'eau, si elle est trop grande. On prend là, on la met comme ça debout, et hop, on la met sur toutes les parties, on recommence, etc. Et il rouille, ça s'appelle déversement. Ça s'appelle pas trempage, ça s'appelle pas immersion, ça s'appelle déversement. C'est déversement, pourquoi? Mais c'est très logique ce qu'il dit le Rav. Parce que dans l'hypothèse où du hametz est tombé des marmites ou des casseroles sur cette grille, il est tombé donc par déversement. Ça veut dire, dans l'hypothèse où cette grille a absorbé du goût hametz, elle l'a absorbé par quoi? À cause d'un déversement. Or, kibol okar polto, donc déversement. dit le Rav. Donc c'est pour ça qu'il a cachérisé la grille de la gazinière par déversement d'eau bouillante sur toutes les parties. Ouais. Question. Maintenant, souvent, il y en a, ils prennent du pain, ils le font griller comme ça sur le feu, et du coup, ça touche la gazinière sur le côté. Là, c'est contact direct par le feu. On va dire c'est les boules.
Voilà. Ça dépend. S'ils font ça occasionnellement, ça ne change rien à ce qu'on vient de dire. Ouais, occasionnellement, de temps en temps le matin, ils veulent te Alors, faire leur pain, c'est vrai, ça mange pas d'un. Si c'est occasionnel, ça change rien, c'est héroïque comme on vient de dire. Pourquoi? Parce que pour définir le mode de cachérisation d'un ustensile, on se base sur son procédé majoritaire d'utilisation. Comment tu t'en sers en général, pas de temps en temps, en général. Même si c'est pas le truc principal du coup, mais ça peut être régulier, genre une fois par semaine, toutes les 2 semaines. Ça reste pas son rov tashmish. Non, c'est sûr, tu fais beaucoup plus de cuisson marmite dessus. Ah, voilà. Très bien. Autre chose encore. Des assiettes. Alors attention, pas des assiettes en porcelaine. Des assiettes ou des plats en métal. Je parle surtout sur des plats en métal. Vous savez, les plats en métal, c'est quoi? Tous les plats en inox là. Les plats, vous savez, quand on a fait cuire le plat dans la marmite, et après, c'est chaud, madame, la marmite comme ça à table. Ouais, ça se fait pas, ça se fait schlech. Ouais, vous savez, les paysans. Ouais. Alors, des fois, qu'est-ce qu'on fait? On prend des sous-plats, des plats en inox là, et on met le contenu dedans, on met ça, c'est plus joli. Ça met les bourgeois. Donc, ces plats en inox dans lesquels on a déversé le contenu de la marmite, vous voyez. Si on veut s'en servir, bon, maintenant on a déversé, on a servi là-dedans des pâtes, des trucs hametz, des choses hametz, des pâtes, par exemple des pâtes. Et maintenant on veut s'en servir pour Pessah, et on veut les cachériser. La halakha, c'est une grosse mahloukat à l'origine, c'est mahloukat rishonim. La halakha, elle est comme une tranche, il tranche la halakha, hein. Je vous passe les détails parce que c'est un peu long. Je veux dire la halakha directement. Et puis c'est tout simplement oui, par logique. Comment ce plat a reçu le hametz? Il l'a reçu par déversement. Eh bien, si tu veux cachériser ce plat, déversement. Tu prends ce plat, tu déverses de l'eau bouillante sur toutes ses parties. Tu peux faire ça en plusieurs fois, si tu veux, si c'est nécessaire. Mais il n'y a pas besoin ni de plonger, ni rien du tout. Il n'y a pas besoin de l'immerger. Il rouille, parce que c'est logique. Comment il a reçu le hametz? C'est très logique. Toutes les lois de cachérisation sont très logiques. Ouais. Comment il a reçu? Par irouille, par déversement. Tu as déversé les pâtes dedans. Alors maintenant, comment tu veux le cachériser? Tu déverses de l'eau bouillante sur toutes ces parties. Ça, c'est la halakha. En vérité, c'est grosse marloquette rishonim. Il y a beaucoup de rishonim, beaucoup de poskim qui pensent qu'il faudrait immerger les plats dans la ga'ala. La halakha, elle est, d'après Maran Shulchan Aruch, le Rama, il tranche comme ça. Maran Shulchan Aruch, il tranche pas comme ça. Maran Shulchan Aruch, il tranche qu'il suffit de déverser. Quand on dit il suffit de déverser, Kalvahomer, s'il a pris, à plus forte raison, s'il a pris le plat, il l'a immergé dans la ga'ala, a fortiori que c'est valable. À plus forte raison. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller jusque-là. Pas besoin d'aller jusque-là, puisque on respecte le mode de contact du hametz avec le keli, puisque le mode était un déversement, le mode de cachérisation est un déversement. Par contre, à chaque fois, il faut le tremper dans le froid. Ouais, on verra ça à la fin. Autre exemple, autre cas. Tout ça à la faute, les anciens qui sont avec moi depuis des années, ils savent que c'est à la faute là, je les ai développés en vérité, je les ai développés en détail. Vraiment en détail, avec toutes les dérogues, toutes les chitotes dans les poskim. Je ne vais pas revenir dessus. Aouda, chaque année, c'est bon, c'est dernier rassis. Ouais. Donc, je vous donne que les grandes lignes. Ceux qui veulent connaître, non mais c'est vrai, ceux qui veulent connaître les détails de toutes les dérogues, de toutes les chitotes, de tous les avis à l'Afrique, de tous ces points-là, ils peuvent aller visiter sur YouTube, sur les shiurim des années 2000, surtout les années 2011, 2012, j'ai beaucoup développé ces choses-là. Vous verrez, ces mêmes shiurim là, vous regardez l'année, cherchez l'année, vous verrez là-bas tous les détails. Sans problème. Là, je vous donne que les grandes lignes, ça suffit. Une poêle à frire. Quelqu'un, il veut cachériser pour Pessah, il veut utiliser pour Pessah sa poêle à frire hametz. Il frit, par exemple, toute l'année là-bas du hametz. Il frit, vous savez, par exemple, comment on appelle là, les machins avec la pâte feuilletée, pâte machin, pâte très brique, voilà, brique. Comment on appelle Sarah? En arabe, comment on dit? Je ne me rappelle plus. Comment on appelle? Il y a un mot, Je ne me rappelle plus. En arabe, il y a un mot pour ces trucs-là, pâte feuilletée qu'on frit dans la poêle et tout. Bon, bref. Comment? Voilà, c'est ça. Ça, par exemple, il fait ça dans l'année. C'est du hametz gamour, du hametz, pâte feuilletée. Ouais. Eh bien, maintenant, lui, cette poêle, il en a qu'une maintenant. Lui, il n'a pas une deuxième pour Pessah. Il a besoin pour Pessah. Il a besoin de cette poêle. Il veut la cachériser.
Quel est son mode de cachérisation? C'est mahloket aussi. La même mahloket qu'on a vu pour le moule à gâteau tout à l'heure, c'est la même mahloket pour la poêle. Parce qu'il y a un argument de dire c'est agala. Pourquoi? Parce que dans cette poêle, tu mets du liquide, tu mets de l'huile. Et il y a un autre argument qui dit, étant donné que tu ne mets pas non plus une tonne d'huile, alors c'est tellement peu significatif que ça serait l'iboun. Et le marasé, la halakha, elle est que cette poêle à frire, si je veux la cachériser pour Pesach, agala suffit. Et pourtant, il y a une contradiction dans le Shulchan Aruch. Parce que regardez, Maran dans Pesach, dans la poêle de Pesach, la cachérisation de la poêle pour Pesach, Maran il dit, comme je viens de dire, qu'il est suffisant de faire agala. Le Rama, il est mahmir, il dit l'iboun. Seulement, il y a une contradiction dans Maran. Ici, dans Tavnoun Aleph, ici, dans Pesach, il dit que la cachérisation de la poêle, du hametz, c'est suffisant de faire agala. Seulement, ailleurs, dans Yoreh De'a, Siman Kouf Chaf Aleph, dans Yoreh De'a, chapitre 121, Saïf Dalet, paragraphe 4, Maran dit là-bas que la cachérisation d'une poêle dans laquelle on a frit des aliments interdits, là il parle de nevelot ou trefot, du porc, des choses comme ça, ouais. Si maintenant cette poêle je veux la cachériser, il dit liboun. Comment ça se fait que Maran, là-bas, dans nevelot ou trefot, dans une poêle qui a frit, hasbou shalom, par exemple de la viande non cachère, des choses comme ça, là-bas il dit liboun, passage à la flamme, et pourquoi dans Pessah, cachérisation de la poêle, ça suffit de faire agala. Parce qu'en vérité, dans Pessah, dans la cachérisation des ustensiles de Pessah, à l'origine, dans les Rishonim, dans les décisionnaires médiévaux, les grosses mahloket, Bichlal, est-ce qu'il y a besoin de l'iboun? Même pour des ustensiles qui ont été au contact du hametz uniquement avec le feu, comme on a dit, etc. La halakha, elle n'est pas comme ça. La halakha, elle est comme on a dit. Selon le mode d'utilisation, il y a agala, il y a l'iboun, comme on a dit. Mais je parle en amont de la halakha. Avant que la halakha soit tranchée, dans les Rishonim, il y avait une discussion sur la gravité de l'interdit alimentaire hametz. Il y avait une discussion parmi les Rishonim. Certains Rishonim pensent, une bonne partie des Rishonim pensent que hametz heter abala. C'est quoi heter abala? Hametz, quand la marmite, ou la casserole, ou la poêle, ou le couteau, ou ce que tu veux, au moment où il a absorbé le goût hametz, le hametz c'était permis ou interdit? Permis, parce que c'était durant toute l'année. Au mois de janvier, au mois de février, au mois de décembre, quand tu veux. Le hametz à ce moment-là, il était permis. Donc d'après ces rishonim, le hametz, l'interdit alimentaire hametz, est à considérer comme un simple interdit alimentaire, comme les autres. D'après eux, agala, nigmar sepou. C'est un heter, c'est pas un issou, c'est pas du porc, c'est pas du cheval. Au moment où il a absorbé, c'est pas des crustacés, c'est un heter. Au moment où il a absorbé, c'est un heter, c'est un aliment permis. C'est un aliment permis, agala maspik. Dans tous les cas de figure, la poêle, le grill, les broches, tout ce que tu veux, agala. Il y a une rova rishonim, la majorité des rishonim n'est pas du tout d'accord avec ça. Non, il y a hametz, shemo alav. Même si effectivement au mois de décembre, au mois de janvier, lorsque ta marmite elle a cuit les pâtes, la marmite a absorbé un goût alimentaire permis à ce moment-là, c'est vrai. Mais le hametz a sa renommée très, très rigoureuse, a sa rigoureuse renommée. Comme j'ai l'habitude de dire, n'oublions pas que l'interdit hametz est l'interdit alimentaire le plus grave de toute la Torah. C'est plus grave de manger du hametz à Pessah que de manger du porc toute l'année. C'est plus grave. Hayav karet. Qui mange du hametz à Pessah, hayav karet. Qui mange du kazaïd de porc, hayav malkout. Oui. Donc c'est pas la même chose. Donc le hametz, l'interdiction alimentaire hametz, c'est l'interdit alimentaire le plus grave de toute la Torah. Alors d'après la majorité des rishonim, non, il ne faut pas raisonner comme ça. Il faut dire non. On doit être mahmir si le mode d'utilisation a été par le liquide, donc c'est agala. Si le mode d'utilisation était le feu, donc c'est l'iboun. Très bien. Maran, je reviens à la question que j'ai posée. Dans Pessah, il dit que le mode de cachérisation de la poêle, agala est suffisant. Alors que dans une poêle qui aurait éventuellement frit des aliments hasbou shalom interdits, du porc ou autre,
Il dit le mode de cachérisation, c'est l'iboun, passage à la flamme. Et j'ai expliqué, et j'ai posé la question, pourquoi ce changement? Maran ici, il s'appuie au conditionnel sur l'opinion de ceux qui pensent que Hametz est Terabala. Que Hametz, n'oublions pas que l'absorption du goût Hametz a été l'absorption d'un goût alimentaire permis au moment où il a été absorbé. Donc on n'a pas allé tellement jusqu'à la Humra, jusqu'à la rigueur du liboun. Par contre, dans les autres interdits alimentaires qui sont catégoriquement interdits toute l'année, sans aucune ouverture possible quelle qu'elle soit, là, s'il y a eu absorption de cette poêle d'un goût alimentaire interdit, dans ce cas-là, il faut aller jusqu'à la Humra de liboun. Voilà, c'est la réponse qu'on donne ici sur cette apparente contradiction. Et la Gemara dit, dans Psahim, dans la flamme, c'est établi dans les poskim comme ça tranche Maran, sinon je prends la Siman Aleph chez nous, que les ustensiles fabriqués, les ustensiles en terre, la Gemara elle dit, Eno yotse mide dofio, un ustensile en terre qui a absorbé un aliment interdit, à chaud, un ustensile en terre qui a absorbé, qui a absorbé le goût d'un aliment interdit, à chaud, il ne le rejettera jamais, quel que soit le mode de cachérisation que tu utiliseras. Ça veut dire qu'un interdit alimentaire, un ustensile en terre qui a absorbé à chaud le goût d'un aliment interdit n'est pas cachérisable. Il n'est pas cachérisable. Dès l'instant où il y a eu absorption à chaud, il n'est pas cachérisable. Pourquoi? Parce qu'il absorbe, il absorbe, mais il ne rejette plus. Quel que soit, tu mets l'iboun, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible l'iboun? Voilà, parce qu'on considère que la personne ne fera pas le liboun. Ou elle le fera mal, elle ne fera pas comme il faut parce qu'elle aura peur de casser son truc. Alors, il n'y a pas de liboun. À Gala, ça ne marche pas. Parce que ça ne ressortira plus jamais. Le goût, il ne ressort pas. C'est établi par la Gemara que le goût alimentaire absorbé par un ustensile en terre, absorbé à chaud, ne ressort plus jamais. Alors, c'est la raison pour laquelle les postes qui nous disent que les ustensiles en porcelaine, les ustensiles en porcelaine, c'est des ustensiles en terre. Les ustensiles en porcelaine, attention, je parle de la vraie porcelaine. Pas la porcelaine made in Taïwan, celle-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, la vraie porcelaine, celle-là qui coûte les yeux de la tête, la vraie porcelaine, c'est l'ustensile en terre. Si on a eu de la vaisselle en porcelaine, des assiettes, des plats qui ont contenu des pâtes, du hametz à chaud, maman, à chaud, il y a de ouais, chaud, 44 degrés, 46 degrés, plus même, ouais, c'est fini. C'est pas cachérisable pour Pessah. Impossible. On doit les prendre, les ranger dans un coin, terminé. Il n'y a rien à faire. C'est pas cachérisable, comme ça la halakha elle est. Ustensiles en porcelaine qui ont contenu du hametz à chaud, quand je dis à chaud, c'est au moins 44-45 degrés, eh bien, ce n'est pas cachérisable. Par contre, si mon ustensile en porcelaine a contenu du hametz, mais à froid, j'ai mis là-bas, par exemple, une assiette, un plat, là-bas, j'ai mis des bislis. Bislis, pas cachés à l'épésard, les bislis de toute l'année, pas les bislis dégueulasses de Pésard. Ceux-là, ils sont cachés à l'épésard, mais ils sont dégueulasses. Bon, en tout cas, je parle des bislis de toute l'année. Ouais, les bislis de toute l'année, les vrais bislis. Et là-bas, j'ai par exemple chez moi, vous savez comment on appelle les. Comment on appelle. Comment ramequin. Allez, ramequin, ouais, ou là, rame, ce que tu veux. Ouais, j'ai ça. Ceux-là là-bas, ces trucs-là, je ne fais pas chaud là-bas. Mais rien chaud. C'est rien pour mettre les bislis et ouais. Glougettes. Ouais, les trucs comme ça. Ça, je vais m'en servir à Pessah. Cachérisable ou pas cachérisable? Il n'y a même pas besoin de cachériser. C'est caché le Pessah. Pourquoi? Il faut laver, bien sûr, il faut nettoyer, évidemment. Mais il n'y a pas besoin de mode cachérisation. Parce qu'il n'y a pas eu d'absorption. Pour qu'il y ait absorption, il faut du chaleur. Il faut Yad Soledetbo. S'il n'y a pas Yad Soledetbo, s'il n'y a pas 44-45 degrés, il n'y a pas d'absorption. Donc tous les ustensiles en porcelaine qu'on s'en sert qu'à froid avec du hametz, qu'à froid, il n'y a même pas besoin de cachériser. Je peux l'utiliser à Pessah, bien sûr en les nettoyant correctement, et c'est tout, c'est caché le Pessah. Par contre, si un ustensile en porcelaine a contenu du hametz à froid, mais pas un petit moment comme ça, 24 heures. Par exemple, on a pris un ustensile en porcelaine et on a fait par exemple, de la conserve là-bas, on a conservé là-bas du hametz dedans, on a mis par exemple, je sais pas, de la bière par exemple. Ouais, ça peut, par exemple avant, bon, pas la porcelaine, mais vous avez vu les fûts en terre, les jarres, voilà, les jarres, vous savez que les jarres, c'est très bon pour conserver la bière.
Très très bon. La bière dans les jarres, c'est excellent. Alors imaginons qu'on a conservé la bière dans une jarre au moins 24 heures. 24 heures ou plus. En tout cas, au moins 24 heures. C'est à froid. C'est à froid. La bière, elle est froide. Il n'y a pas de chaud, ni rien du tout. Donc vous allez me dire, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'absorption. Non. Pourquoi? Là, c'est plus problématique. Parce que, kavouche, kembouchal. Parce qu'on a un grand principe dans les grandes de cachérisation des ustensiles de façon générale. Pas seulement Pessah. Tout ce que je vous dis maintenant, c'est valable même dans les halachot de Bassar et Halav, Terefot, Tarovot. Toutes ces choses-là, ils sont véhétères. Si une jarre, par exemple, elle a contenu de la bière 24 heures et plus, là, dans ce cas-là, elle nécessite un mode de cachérisation, malgré que c'était à froid. Pourquoi? Parce que kavouche, parce que la conservation est comme la cuisson. Aux yeux de la halakha, le fait que ça a conservé, qu'est-ce qu'on appelle conserver? 24 heures. Moins de 24 heures, ça ne s'appelle pas conserver, aux yeux de la halakha. Mais à partir de 24 heures, ça s'appelle kavouche. Ça s'appelle conserver. Et conserver, c'est comme une force, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est comme une force de cuisson. C'est comme si que la jarre est là, elle a cuit, comme si qu'elle a cuit la bière, et donc son goût, le goût de la bière est rentré dans les parois de la jarre. Dans ce cas-là, cette jarre, si je veux m'en servir à Pessah, il faut que je la remplisse d'eau froide pendant 24 heures. Au bout de 24 heures, je jette l'eau froide, je remets encore de l'eau froide une deuxième fois, je refais encore ça au bout de 24 heures une troisième fois, 3 fois 24 heures en jetant l'eau chaque fois, 3 fois 24 heures dans l'eau froide, et les cachères les Pessah. Ça, c'est pour un ustensile en terre qui a contenu du hametz au moins 24 heures. Mais moins de 24 heures à froid, pas besoin, en tout cas pour les Sfaradim, pas besoin de cachérisation de khlal, un nettoyage correct suffit. Et maintenant, pour terminer, les ustensiles en verre. Les ustensiles en verre. Quand je parle d'ustensiles en verre, ça peut être les verres dans lesquels on boit, ça peut être des assiettes en verre, ça peut être ce que vous voulez en verre, des bouteilles, ce que vous voulez. Des ustensiles en verre, d'après l'opinion de la majorité des Rishonim, l'opinion de la majorité des décisionnaires de l'époque médiévale. D'après la majorité des Rishonim, le verre, l'eau bolé avalopolet. Le verre n'absorbe pas, même à chaud. Même à chaud. Le verre n'absorbe pas, et ça c'est valable, comme ça tranche marin, dans Shulchan Aruch, ici dans Pessah, il le tranche aussi ailleurs, aussi même Tavnun Aleph Saïf Chavav chez nous, dans Pessah, et il le tranche dans Yoredar, dans d'autres choses. En tout cas, d'après Maran Shulchan Aruch, on verra que le Rama ne pense pas comme ça, mais Maran Shulchan Aruch, nous les Sfaradim, le verre n'absorbe pas, même à chaud. Et ça c'est valable dans Pessah, c'est valable même dans Bassar Halav, même dans les halachot du lait et de la viande. Ça veut dire que d'après Maran Shulchan Aruch, même un verre ou une assiette en verre, une assiette en verre qui a contenu à chaud, à bouillant des pâtes pendant toute l'année, d'après Maran Shulchan Aruch, pour Pessah, tu prends cette assiette, tu la laves, tu la nettoies, kasher le Pessah, tu la mets sur la table du Seder. Et dans Bassar Halav, c'est pareil. Quelqu'un il a mis du lait bouillant dans un verre, ensuite il boit, ensuite il nettoie, et ben il peut mettre là-bas du saucisson s'il veut, ou de la viande, du steak haché s'il a envie, et bien aucune incidence pratique d'après Maran Shulchan Aruch. Le Rama, il n'est pas d'accord. Le Rama, l'opinion ashkénazi de la halakha, il considère le verre comme la porcelaine. Vous avez le verre comme la porcelaine. Les ashkénazim, c'est derrière nous. En tout cas, ça veut dire pour les Sfaradim à Pessah, il n'y a pas besoin d'avoir des verres de Pessah. Il n'y a pas besoin d'avoir des assiettes en verre spécial Pessah. Il n'y a pas besoin. Et dans Bassar Halav aussi. Moi, chez moi, par exemple, si vous voulez venir chez moi, peut-être si vous considérez que c'est pas cachère, peut-être j'en sais rien. En tout cas, chez moi, vous ne verrez jamais des verres lait et des verres viande. Ça n'existe pas chez moi. Bichlal, ça n'existe pas. Ça n'existe pas Bichlal. Ni les verres lait, ni les verres viande. Il y a des verres, c'est tout. Tu ne veux pas boire, ouais, ça n'existe pas chez moi. Et des assiettes en verre, j'en ai pas. Mais si j'en avais, c'est pareil. C'est en verre. Il faut les noyer, il faut juste les nettoyer. Le verre d'origine, est-ce que c'est du verre? Aucune différence. Le verre, ça inclut le Duralex, ça inclut le Pyrex, toutes les variantes du verre. C'est exactement la même chose. Pour les Sfaradim, il n'y a pas besoin de cachériser à Pessah, ni même pour Bassar Halav. Il n'y a pas besoin non plus de différencier quand il s'agit de verre, même si c'est à chaud. Il n'y a pas besoin, il suffit de nettoyer correctement et c'est cachère.